Est-ce qu'un seul regard peut vraiment raconter toute une vie? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. On va plonger dans la vie incroyable de Zoku Ogbeli, une figure historique vraiment complexe, et tout ça à partir d'une seule et même photographie. La voici, cette fameuse image, regardez bien. C'est un Zoku Ogbeli déjà âgé, et son regard, waouh, il est d'une intensité folle. Ce n'est pas juste un portrait, c'est comme une chronique. On y lit toute une vie de combats, de choix difficiles, de contradictions. Tout est là, gravé sur son visage. Et voilà la question qui va nous guider. On part en quelque sorte en enquête pour découvrir qui était l'homme derrière cette photo, pour comprendre ce qui a bien pu forger une expression pareille, quel triomphe et quelles épreuves se cachent derrière. Alors, pour comprendre ce regard, il faut qu'on fasse un bond en arrière. Allez, direction le début du XXe siècle, en Côte d'Ivoire. On est en plein dans l'expansion coloniale française, une période de changement hyper violent. Et c'est là qu'entre en scène notre homme, Zoku Ogbeli. Attention, ce n'est pas n'importe quel chef. Il va très vite devenir une figure majeure de la résistance. C'est un homme qui a dit non, qui a refusé de plier face à la machine de guerre de l'Empire colonial. Mais Ogbeli, c'était pas juste un combattant acharné. Non, ce qui le rend vraiment unique, c'est son génie stratégique. On parle d'un tacticien militaire absolument brillant et complètement hors norme pour son temps. Et là, on a vraiment deux mondes, deux visions qui s'affrontent. D'un côté, les Français, avec leur stratégie de pacification, qui est en fait un mot poli pour dire conquête et contrôle total, et de l'autre, la réponse de Ogbeli, sa stratégie de la terre déserte. En gros, une tactique de la terre brûlée, mais poussée à un niveau d'efficacité redoutable. Et sa méthode était, d'une précision diabolique. Il coupait l'armée française, pourtant bien plus puissante, de tout ce dont elle avait besoin. La nourriture, l'eau, même le repos. Il ne cherchait pas seulement à les affaiblir physiquement, non, il attaquait leur morale en transformant le territoire qu'il croyait conquérir en un immense piège. Au cœur de sa défense, il y avait ce qu'on appelle les tatas. C'étaient des villages fortifiés qui lui servaient de base. C'était essentiel, ça lui permettait de mettre son peuple à l'abri tout en menant cette guerre d'usure contre l'envahisseur. Et ça a marché. Pendant 4 longues années, à partir de 1908, la résistance de Ogbeli a tenu un empire en échec. C'est juste énorme quand on y pense. Mais bon, cette lutte acharnée pour l'indépendance ne pouvait pas durer éternellement. Elle allait connaître une fin tragique. 1912. Voilà, c'est l'année où tout bascule. Après une dernière offensive massive des forces du gouverneur Engoulevent, la résistance de Gribet, aussi héroïque fut-elle, finit par être brisée. Et la sentence est immédiate. Capturé, puis déporté. 2 mots terribles. On l'envoie à Port-Étienne, en Mauritanie. Et là, le premier grand chapitre de sa vie, celui du guerrier indomptable, se termine brutalement. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais en fait pas du tout. C'est même là qu'elle prend un tournant complètement fou, un virage qui est absolument essentiel pour comprendre la complexité qu'on lit dans son regard. En fait, sa vie est comme une pièce en 2 actes. D'abord la chute, l'exil, et puis 10 ans plus tard, le retour. Sauf que ce retour est totalement inattendu. Il ne revient pas en ennemi, mais en tant que chef de canton, c'est-à-dire un maillon de cette même administration coloniale qu'il avait combattue avec tant de hargne. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le guerrier, celui de la guérilla, des forteresses, de la terre brûlée. Et de l'autre, l'administrateur, celui qui construit des routes, qui encourage les cultures pour l'exportation. C'est vraiment 2 vies en une seule. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est « est-ce que c'est une trahison ?» Eh bien, c'est pas si simple. C'est là qu'on touche à toute sa complexité. On pourrait dire qu'il n'a pas abandonné le combat, mais qu'il a changé de terrain. Il a utilisé son nouveau pouvoir pour construire, pour son peuple, des écoles, des routes, des dispensaires. Une autre façon de se battre. Alors comment ces 2 facettes, le guerrier et le bâtisseur, finissent par ne faire qu'un? C'est justement ça qui nous ramène à notre point de départ, à cette photo, à ce regard si puissant. Parce que dans ce regard, eh bien, on retrouve tout ça à la fois. On y voit la défiance du guerrier qui a tenu tête à un empire, on y sent la tristesse de l'exilé qui a perdu 10 ans de sa vie, on y devine le pragmatisme du chef qui a su s'adapter, et enfin on y perçoit la vision du bâtisseur qui pensait à l'avenir de son peuple. C'est tout ça en même temps. Du coup, impossible de le mettre dans une case. Héros, traître, collaborateur, la vérité c'est que c'est bien plus nuancé que ça. Son histoire est complexe, et c'est justement cette complexité qui en fait une figure historique aussi importante et fascinante. Et donc on termine là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Héros, collaborateur, ou juste un leader pragmatique, peut-être en avance sur son temps? C'est une question qui nous force à réfléchir sur ce que c'est que de diriger dans des temps impossibles, sur la nature d'un héritage. L'histoire de Zoku Ogbeli, c'est celle d'un homme qui a traversé les tempêtes de l'histoire et qui nous a laissé ce regard. Un regard qui, un siècle plus tard, continue de nous interroger.